Ma tâche est celle de placer Didier Pittet dans un contexte historique en parlant de personnalités qu'on peut considérer comme ses prédécesseurs à Genève. J'en ai choisi trois. Gaspard Vieusseux, qui, comme Didier, faisait face aux épidémies. Louis-Ferdinand Destouches, qui, comme Didier, travaillait pour les organisations internationales à Genève, s'intéressait à Ignace Semmelweis et rencontrait les grands de ce monde. Et enfin, Robert-Henri Régamey qui, comme Didier, fut confronté à une Suisse pas si propre. Si vous vous promenez du côté du Petit Saconnet, vous verrez des panneaux indicateurs qui vous dirigent vers la cité Vieusseux. Mais qui donc était Vieusseux? Il s'agit de Gaspard Vieusseux, né en 1746, mort en 1814, auteur de 3 livres sur la variolisation, la diphtérie, donc le croup, et l'érection. Ces livres sont oubliés, mais sa réputation posthume persiste, liée à la description de la méningite épidémique. Voici Genève au début du XIXe siècle, une ville d'environ 20 000 habitants, où Gaspard Vieusseux s'est installé comme 9e médecin à côté de 8 autres. Où Vieusseux fut confronté par des enfants ou jeunes adultes qui étaient tombés malades brusquement avec maux de tête, fièvre, vomissements, accompagnés de lésions cutanées pétéchiales. À l'autopsie, le cerveau était engorgé et couvert de pus. Il y a eu environ 30 cas mortels. La première chose qu'il faut remarquer concernant Gaspard Vieusseux, c'est sa vitesse de publication. Le mémoire sur la maladie qui a régné à Genève au printemps de 1805 fut publié dans le mois de Frimaire de l'an 14. C'est le calendrier révolutionnaire, ceci correspond à novembre 1805. C'est une vitesse inégalée jusqu'à l'épidémie du Covid, avec par exemple cet article de Didier Pittet et al. Qui est paru en août 2020 pour une épidémie qui a eu lieu au printemps de 2020. Comment fut-ce possible, à une époque où on mettait facilement 10 jours pour aller de Genève à Paris et où il n'y avait ni téléphone ni courriel? Mais il faut dire qu'il y avait aussi des circonstances qui facilitaient une publication rapide. Par exemple, on ne perdait pas de temps en se demandant où il fallait envoyer son manuscrit. Le journal de médecine, chirurgie, pharmacie, etc. se prêtait à tout. J'apprécie en particulier le etc. Ça laisse de la marge. Qu'est-ce que Vieusseux a retenu de cette épidémie? Je cite son article. Il suffit de jeter les yeux sur les listes mortuaires de la ville dans les 3 dernières années, du 10 février au 10 mai. Elle a été en 1803 de 218, en 1804 de 243, elle est en 1805 de 235. Cette maladie n'est donc pas plus fâcheuse qu'une autre dans ses résultats et ne doit pas être regardée comme un de ces terribles fléaux qui de temps en temps affligent l'humanité. Donc, ce n'est pas grave, notons en partant que la mortalité en un an à Genève était d'environ 900, soit 45 décès par 1000 par an, comparé à la mortalité actuelle en Suisse de 8,5. Un autre extrait. C'était vraiment un spectacle horrible que de voir une jeune fille, grande, bien faite, avec l'embonpoint de la santé, la peau naturellement de la plus grande blancheur, mais toute couverte de taches violettes depuis la tête jusqu'aux pieds. Si on voulait publier quelque chose de ce genre aujourd'hui, on se heurterait à certaines difficultés. D'abord, comment dire l'embonpoint de la santé
est une jeune fille bien faite en anglais. Et c'est certainement pas politiquement correct. Néanmoins, essayons. Aujourd'hui, on dirait peut-être a cisgendered 19 years old Caucasian female with a body mass index of 23, etc., etc. C'est ça le progrès médical. Mais je m'égare. Il est temps de passer au deuxième volet de ma présentation consacrée au docteur Louis-Ferdinand Destouches. Il arriva à Genève en 1924 comme membre du comité d'hygiène de la Société des Nations, l'organisation prédécesseur de l'Organisation mondiale de la santé. Le nom Louis-Ferdinand Destouches ne vous dit probablement rien, car il est plus connu sous le nom de Louis-Ferdinand Céline, auteur d'un roman qui fit sensation en 1932. Mais quand Destouches arriva à Genève, son roman était encore 8 ans dans le futur. Dans ses bagages, un manuscrit intitulé « La vie, Pasteur, Semmelweis et la mort », qu'il soumit à la presse médicale. Il fut cependant refusé. Vous vous demandez peut-être, comme moi, comment ils ont pu refuser un manuscrit de Céline. Mais quand on lit le texte, on comprend. Voici un extrait. C'est la description de la mort de Semmelweis dans l'asile des aliénés de Vienne, par ailleurs situé dans le manuscrit de Semmelweis à Budapest, par erreur. 20 fois le soir descendit dans cette chambre avant que la mort n'emporte celui dont elle avait reçu l'affront précis inoubliable. C'était à peine un homme qu'elle allait reprendre, une forme délirante, corrompue, dont les contours allaient s'effaçant sous une purulence progressive. D'ailleurs, quelle victoire peut-elle attendre, la mort, dans ce lieu le plus déchu du monde? Quelqu'un lui dispute-t-il ces larves humaines, ces étrangers sournois, ces torves sourires qui rôdent tout le long du néant, sur les chemins de l'asile? Vous conviendrez, ce n'est pas exactement le style d'une revue médicale. Et par ailleurs, il y avait des nombreuses erreurs de fait, comme l'a écrit Jérôme Mézot dans la Revue médicale suisse en 2007, avant même d'entreprendre son œuvre de romancier. Céline Destouches construit Semmelweis comme un personnage romanesque, laissant à d'autres l'exactitude historique. Pendant son séjour à Genève, on lui a confié des missions importantes et il a rencontré les grands de ce monde, par exemple le président américain Calvin Coolidge. Mais pour finir, le mélange entre ce tempérament ombrageux et passionné et la bureaucratie de la Société des Nations n'a pas pris. Il était désillusionné et il est parti de Genève sans payer ses factures. Tout n'était pas perdu cependant. À Genève, il a rencontré son grand amour, la danseuse américaine Elizabeth Craig, et vous la voyez ici en train de faire du ski à Chamonix. Chamonix-Zermatt. Regardez bien cette photo prise le 30 mars 1963. On y voit la valeureuse armée suisse en mission. Une mission, il faut bien le dire, inhabituelle, faire du ski en galante compagnie. Si ces soldats étaient à Zermatt, c'est grâce à un autre prédécesseur de Didier Pittet, le professeur Robert-Henri Regamet, par ailleurs colonel sanitaire, directeur de l'Institut de microbiologie et d'hygiène de Genève. C'est qu'en 1963,
il y avait une épidémie de fièvre typhoïde à Zermatt. Cela commençait en janvier et février avec des cas fréquents de gastroentérite. En rigolant, on parlait de zermatite. Puis au début mars, soudainement, un grand nombre de patients fébriles. On pensait d'abord à une épidémie d'influenza. Le hasard a voulu que les premiers isolats de Salmonella typhi se faisaient à Genève après le retour de touristes. Le professeur colonel Regamet se rend tout de suite à Zermatt avec un plan pour un hôpital et laboratoire d'urgence à faire fonctionner par le service sanitaire de l'armée. Ce qui fut fait, et une semaine plus tard, l'hôpital et le laboratoire est entré en fonction dans l'école de Zermatt. Cette épidémie fut un événement majeur, avec plus de 400 cas et 4 décès. Vous voyez ici la courbe épidémique, avec une montée vertigineuse des cas au début mars. Ceci suggère fortement une seule contamination massive, et connaissant le temps d'incubation de la fièvre typhoïde, cette contamination doit se situer à mi-février 1963. Des graves déficiences dans le traitement de l'eau furent identifiées. Je cite, About 70 cubic meters of unchlorinated water entered the general supply whenever the newly installed filter was cleaned. This was carried out every 1 to 2 days by reverse flow under pressure. Pour parler clair, au lieu de nettoyer les filtres, on les a simplement renversés et l'eau pure de la montagne a entraîné toute la merde accumulée dans l'eau potable de Zermatt. On peut dire que l'arme était chargée, il suffisait que quelqu'un appuyait sur la détente. Pour mieux comprendre, il faut regarder la carte. Zermatt est irrigué depuis l'ouest par le torrent de Zmout. En 1963, il y avait à Zmout un baraquement d'ouvriers qui construisaient un petit barrage pour dévier l'eau du torrent de Zmout vers la Grande Dixence. Autour du 10 février, arriva dans ce baraquement un dénommé Luigi Molla de Lecce en Calabre. Il tomba malade tout de suite ou arriva peut-être déjà malade, fut hospitalisé à l'infirmerie de Zmout du 13 au 20 février. N'allant pas mieux, il était évacué à l'hôpital de Brigue le 20 février, traité par chloramphénicol et guéri. Malheureusement, personne n'a pensé à faire des cultures, mais il avait des titres d'anticorps anti-Salmonella typhi élevés. C'était évidemment pas sa faute, mais il est bien probable que Luigi Molla, involontairement, était à l'origine de l'épidémie de Zermatt. Pour une station touristique, il n'y a pas mieux qu'une épidémie de fièvre typhoïde pour faire connaître son nom dans le monde entier. Voici ce qu'on peut trouver dans le feuille d'avis du Valais du 27 mars 1963. Des nouveaux cas partout dans le monde chez des gens qui sont revenus de Zermatt. Enfant, je passais une année aux États-Unis et la famille qui m'hébergeait me prenait skier à Aspen dans le Colorado. Un jour, un employé municipal s'est pointé à la porte. Il disait qu'il devait contrôler les installations sanitaires parce qu'il y aurait eu une épidémie de peste dans un endroit appelé Zermatt en Suède. Bon, j'ai pas cru bon de le corriger. Retour à Didier. On trouve dans son travail quelques échos de l'histoire de Zermatt. Par exemple, le problème des filtres.
En 1995, 2 patients avec une bronchopneumopathie obstructive chronique furent hospitalisés dans la même chambre. Et tous les 2 sont morts d'une aspergillose pulmonaire disséminée. Ceci est très étrange, parce que cette maladie-là arrive en principe seulement chez les leucémiques en agranulocytose prolongée. Fin limier, l'équipe de Didier a déterminé qu'un filtre d'air fut changé quelques heures avant l'arrivée des patients dans la chambre. Et ils ont reproduit expérimentalement que le changement d'un tel filtre sans précaution augmente massivement la concentration d'Aspergillus dans l'air de la chambre. Ce fut publié en 1996 et a probablement sauvé de nombreuses vies par des changements de procédure de changement de filtre. Deuxième écho de Zermatt, la Suisse pas si propre. J'ai commencé à vous demander qui étaient vieux ceux. Je termine en vous demandant qu'est-ce Ectobius vitiventris. Vous ne saviez pas? Il s'agit de la blatte du cafard. Il y en a à Genève, quoique heureusement beaucoup moins qu'en Suisse alémanique. Voici un extrait d'une émission de la télévision canadienne. It sounds like a plot concocted by Alfred Hitchcock. Cockroaches nesting inside oxygen masks in a hospital intensive care unit and crawling around in the light panels hanging from the ceiling. But this was no horror film. Swiss doctors have reported finding cockroaches in the ICU of the University of Geneva hospitals in the summer of 2006. Et vous ne seriez pas surpris d'apprendre que les Swiss doctors qui ont découvert les cafards aux soins intensifs, c'était bien Didier Pittet et son équipe. Et je termine avec cette image rassurante d'Ectobius vitiventris et mes remerciements pour ceux qui m'ont aidé à préparer cette conférence.